Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Monsieur Paul Moulot, fonctionnaire à la retraite, avait comme chaque matin enfilé un survêtement, chaussé ses vieux tennis et, en petite foulée, suivi de sa chienne Vodka, il avait quitté son minuscule pavillon situé en bordure de la forêt de Borange. Il faisait très beau ce jour-là. Les couleurs mordorées de l'automne commençaient à faire leur apparition et rendaient la forêt plus chatoyante encore. Au bout de quelques mètres, Paul Moulot commença à manquer de souffle et préféra marcher. « J'ai plus 20 ans, ma pauvre Vodka, mais je fume peut-être un peu trop. L'important, c'est de respirer l'air pur de la forêt, n'est-ce pas? D'ailleurs, Vodka, où es-tu? Où est-ce qu'elle est passée, cette vieille folle? Vodka! » La chienne avait continué son petit bonhomme de chemin et, folâtrant de ci et de là, était parvenue jusqu'à un buisson d'aubépine. Là, elle se mit à gratter furieusement le sol, furetant et reniflant en poussant des cris plaintifs. « Ah, te voilà, vieille coquine! Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Une vieille chaussure! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? » Intrigué, Paul Moulot s'accroupit, souleva les basses branches de l'arbuste et resta pétrifié. Aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient, il regagna son pavillon et se précipita sur le téléphone. « Allô, la gendarmerie! Je viens de découvrir le cadavre d'un homme dans la forêt de Borange. » Quelques minutes plus tard, prévenu par le commandant de compagnie de Chaumont, je me dirigeais, accompagné de 3 de mes hommes, vers la forêt de Borange. Au passage, nous avions pris à notre bord Monsieur Moulot, encore tout tremblant d'émotion, afin qu'il nous guide sur les lieux de sa macabre découverte. Le corps est là, à demi enfoui sous les branches. L'homme est vêtu d'un pantalon de velours marron et d'un blouson de cuir. Il est couché sur le ventre, les bras allongés devant lui, le long de la tête, les jambes pliées, formant un angle droit. Immédiatement, les gendarmes Fumel et Nogent procèdent aux premières constatations et prennent des photos du cadavre et des abords immédiats. À quelques mètres du corps, de l'autre côté du chemin, sur l'herbe, il y a des traces de sang à peine séchées. Le gendarme Beauvais, technicien des investigations criminelles, découpe soigneusement le carré d'herbe et l'enfouit dans un sac en plastique. La victime a vraisemblablement été tirée par les bras. En effet, on voit très nettement sur le sol les rainures laissées par ses talons. Et bizarrement, sa tête est dans le prolongement de ses sillons, alors que les jambes ne sont pas dans le prolongement du corps. Tous les indices ayant été méticuleusement relevés, nous pouvons à présent retourner le corps. Avec d'infinies précautions, nous soulevons délicatement le cadavre pour le coucher sur le dos. L'homme doit être âgé d'une 40aine d'années. Son visage est douloureux. Il a sur le front 2 entailles profondes et sur le haut du crâne une horrible blessure. La cause de la mort paraît évidente. Dans ses poches, on trouve des papiers, un carnet dans lequel on relève quelques adresses et une carte d'identité. L'homme s'appelle Victor Facture, il a 45 ans et réside à Montignal. Voilà. L'enquête peut commencer. Je mets sur pied 10 équipes de 2 gendarmes afin d'effectuer les opérations de routine destinées à exploiter tous les renseignements trouvés sur le cadavre. Les enquêteurs ne vont pas tarder à recueillir diverses informations.
La première de ces informations vient des gendarmes chargés de l'exploitation des fichiers. La victime s'appelle bien Victor Facture, domicilié à Montignal et sorti récemment de prison où il a purgé une peine de 18 mois pour vol qualifié et violence. À son domicile, Madame Facture déclare que son mari n'a pas reparu depuis la veille, après qu'il ait provoqué une bagarre dans un café du centre-ville, le Café du Marché. Devant la porte de son immeuble, mes hommes découvrent quelques taches de sang. Spontanément, à la vue des gendarmes, le voisin de la maison d'en face traverse la rue. Oh, c'est la bagarre d'hier soir. Un type accusait Victor de lui avoir crevé les pneus de sa fourgonnette. Alors, ils sont battus comme des chiffonniers, je vous dis pas. Il était 11 heures, enfin, je veux dire 23 heures, environ, hein. Dès que j'ai pris connaissance de cette information, je lance un ordre de recherche. Il doit y avoir dans le secteur une fourgonnette dont les 4 pneus sont crevés. Il faut me la trouver, les gars. Et on la trouve. Il ne reste plus qu'à identifier son propriétaire grâce au fichier des cartes grises de la préfecture. Il s'agit de Pierre Bazas, domicilié chez Madame Pierrette Lascaux, 37 place du Marché à Montignal. C'est à cette adresse que se rendent les enquêteurs qui constatent que le logement de M. Bazas est situé très exactement au-dessus du Café du Marché, celui-là même où, d'après Madame Facture, son mari aurait déclenché une bagarre la veille au soir. Pierre Bazas n'est pas à son domicile. Tout naturellement, les gendarmes pénètrent dans le café et c'est là qu'ils le trouvent, attablé, en train de lire son journal. Sans opposer la moindre résistance, il accepte de les suivre à la gendarmerie. Arrivé dans mon bureau, il répond de fort bonne grâce aux questions que je lui pose. Ben voilà, je m'appelle Pierre Bazas. Je suis né le 18 février 1939 à Montignal. Je suis déménageur spécialisé en coffre-fort et piano. Je suis divorcé. J'ai un fils de 25 ans. Je vis avec Madame Lescaut, qui est propriétaire du Café du Marché. Et souvent, en dehors de mes heures de travail, je lui donne un petit coup de main au bar, quoi. Alors l'autre soir, c'était quand déjà? C'était mardi. Devait être 7h30, 8h, l'heure de l'apéro, quoi. Le Victor Facture était fin sous, comme d'habitude. Alors le garçon a refusé de le servir. Et v'là pas que Facture a commencé à faire du scandale. Il voulait tout casser seulement. Avec moi, ça a pas traîné, hein. Je l'ai sorti du café à coup de pied au cul. C'est pas un ivrogne qui va faire la loi ici, hein. Ce salopard, pour se venger, il a été crever les pneus de ma fourgonnette. Quand je m'en suis aperçu, c'était vers les 9h. J'ai fait ni une ni deux, j'ai été le trouver chez lui. Et comme c'était pas la première fois qu'il me faisait le coup, il méritait une bonne correction. Je peux vous dire que j'en ai mis une sévère. Après quoi, je suis retourné au café. Il faut croire qu'il avait pas son compte, le Victor. J'étais à peine revenu que v'là qui débarque avec un air de bœuf à la main. Alors là, mon commandant, j'ai vu rouge. On s'est colté devant le café et en 3 coups les gros, je l'ai mis KO. Et pour lui ôter l'envie de recommencer, j'ai décidé de le punir. Alors je l'ai chargé dans le coffre de la voiture du barman et je l'ai emmené dans la forêt de Borange. Je pensais qu'une bonne marche de nuit, quand il serait dessoulé, ça lui ferait les pieds. Je me trompais pas, hein, parce qu'il est pas revenu au café. Monsieur Bazas, quand vous avez transporté Victor Facture dans la voiture de votre barman, vous étiez seul? Hein? Je pense bien que j'étais seul. J'ai besoin de personne, moi. D'ailleurs, j'ai des témoins, hein. Il y avait Pierrette, Georges, le barman, et puis mon fils François, qui était venu dîner avec nous. Pourquoi? Il a porté plainte, le Victor? Non, monsieur Bazas. Il n'a pas porté plainte. Il est mort. Pierrette Lescaut, Georges Lègle, le barman, et François Bazas, le fils, sont entendus séparément. Tous trois confirment les déclarations de Pierre Bazas, que je fais immédiatement placer en garde à vue. Il sera présenté au juge d'instruction qui l'inculpera de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est 23h. L'enquête est terminée. Je félicite mes gendarmes qui peuvent rentrer chez eux avec le sentiment du devoir accompli. À 23h30, seul dans mon bureau, je n'arrive pas à partager l'enthousiasme de mes hommes. Je ne sais pourquoi je tourne en rond, incapable de rentrer chez moi. Il y a quelque chose qui me tracasse. Mon intuition me dit que tout a été beaucoup trop vite, que tout paraît trop facile. Dans cette affaire, simple en apparence, trop de points restent obscurs. Alors,
un par un, je reprends tous les détails du dossier. Pourquoi ces traces de sang dans l'herbe à 3 ou 4 mètres du corps? Pourquoi la tête de la victime était-elle dans le prolongement des traces laissées sur le chemin? Logiquement, ce sont les jambes qui auraient dû se trouver dans cette position. Or, souvenez-vous, celle-ci était pliée à angle droit. Quand on tire un corps par les bras, la tête tombe naturellement sur le côté et les jambes sont droites. Et puis, François Bazas, le fils, qui devait dîner ce soir-là avec son père, était-il au courant des pneus crevés de la fourgonnette? De la bagarre entre Victor Facture et son père et de l'expédition punitive dans la forêt? Non, décidément, il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire. Alors je décide de reprendre l'enquête à zéro. Dès les premières heures du jour, Pierre Bazas est ramené dans la forêt de Borange. Il faut absolument éclaircir cette question de sang dans l'herbe et découvrir la raison pour laquelle les jambes de la victime n'étaient pas dans le prolongement du corps et des traces relevées sur le sol. À 11 heures, de retour dans mon bureau, Pierre Bazas, que je harcèle de questions, se trouble et finit par admettre que François, son fils, l'accompagnait le soir de l'expédition punitive. Et il déclare que, lorsqu'il a ouvert le coffre de la voiture, une fois dans la forêt, Victor Facture était mort. À 14 heures, les résultats de l'autopsie arrivent. Une vertèbre cervicale brisée, c'est la cause du décès de Victor Facture. Placé dans le coffre de la voiture sans ménagement, c'est probablement à ce moment-là que Facture a reçu cette blessure mortelle. Alors, coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou meurtre? La correctionnelle ou les assises? 5 ans de prison ou 20 ans? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Dans la forêt de Borange, on a découvert le cadavre d'un certain Victor Facture qui, la veille au soir, s'est battu avec Pierre Bazas. Celui-ci prétend que Facture est mort accidentellement. Pierre Bazas est inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais, dans mon esprit, un doute subsiste. Et si c'était un meurtre? Victor Facture était-il mort en forêt de Borange ou avant d'être déposé sous les buissons? Pierre Bazas, quant à lui, ne veut plus rien dire. Il ne peut que répéter inlassablement « Je voulais pas la mort de Facture, je voulais juste le punir, moi. C'est la malchance, quoi. Et puis, je suis le seul responsable dans cette affaire. » À 16h30, le barman, Georges Lègle, est dans mon bureau. Il nie farouchement sa participation à toute cette histoire. Il a prêté sa voiture, un point, c'est tout. Et puis, il se trouble, se contredit et finit par reconnaître que le fameux soir, c'est lui qui conduisait, mais qu'arrivé en forêt, il n'a rien vu, il n'est pas descendu de voiture, et il ignorait que Victor Facture était mort. À 17h30, c'est Pierrette Lescaut, la maîtresse de Bazas, qui fait des aveux identiques. Elle reconnaît avoir assisté avec son barman au chargement du corps dans le coffre de la voiture à Montignal, et elle affirme qu'à ce moment-là, Facture vivait encore. Je sens confusément que je touche au but. Mais pour cela, je dois répondre à une question essentielle. Quel est l'endroit précis où Facture a cessé de vivre? Pierrette Lescaut et Georges Lègle ne se doutent pas que je leur tends un piège quand je leur demande « Vous êtes restés dans la voiture en forêt de Borange, donc vous n'avez rien vu. Mais vous pouvez en revanche me décrire l'état dans lequel se trouvait Victor Facture au moment où M. Bazas l'a mis dans le coffre de la voiture à Montignal. » Et, sans réticence, ils déclarent tous deux que la victime avait 2 entailles au front, qu'un peu de sang coulait le long de ses joues, mais rien de plus. La vérité éclatait enfin. L'horrible blessure observée sur le haut du crâne n'avait donc pu être faite qu'à l'endroit même où l'on avait découvert des traces de sang dans l'herbe. Facture était bien mort dans la forêt de Borange. À 19h, après un interrogatoire serré, Pierre Bazas, à bout de nerfs et de fatigue, fait des aveux complets. À 20h, son fils François est appréhendé. 2 heures plus tard, il a reconnu les faits et précisé son rôle.
Le soir du meurtre, il a assisté à la deuxième bagarre entre son père et Facture devant le café de la place du marché à Montignal. Il a aidé son père à charger le corps inerte de Facture dans le coffre de la voiture du barman, qui accepte, lui, de prendre le volant. Après avoir fermé le café, Pierrette Lescaut monte en voiture avec les 3 hommes et les accompagne jusqu'à la forêt de Borange où Pierre Bazas a décidé d'abandonner Facture pour le punir. Dans la forêt, Facture, qui a repris connaissance, cherche à s'enfuir. Bazas et son fils veulent en finir une fois pour toutes avec cet homme qui ne s'avoue pas vaincu. Ils le rattrapent et s'acharnent sur lui à coups de nerfs de bœuf. Le barman et Pierrette Lescaut sont restés dans la voiture, osant à peine regarder la scène. Les choses vont décidément trop loin. Bazas et son fils, ayant constaté la mort de Facture, cachent le corps dans un taillis avant de rentrer à Montignal. Sur le chemin du retour, Bazas se déclare seul responsable et invite tous les autres à garder le silence. Si les gendarmes arrivent jusqu'à lui, il dira que c'est une bagarre qui a mal tourné. Ça n'ira pas chercher bien loin. Effectivement, les choses auraient pu se passer ainsi. Une banale affaire de pneus crevés se terminant par la mort involontaire d'un homme. Bazas et son fils furent inculpés de meurtre. Pierrette Lescaut et Georges Lègle, le barman, furent tous deux poursuivis pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de criminels. Je pouvais refermer le dossier Victor Facture et rentrer chez moi. Un homme était mort pour 4 pneus crevés. Dehors, la nuit était froide, le vent s'était levé. Je pensais à la Bretagne et à mon père, le marin-pêcheur Kermadec. Là-bas, il devait faire gros temps. J'avais soudain très envie d'être avec lui sur le bateau en pleine tempête. Ça me changerait de la folie meurtrière des hommes. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.